23 secondes. C'est le temps que Thomas, la vérité Bernard, reste conscient après le gong. La caméra capture au ralenti l'instant exact où ses yeux perdent leur focus. Pupilles se dilatant, paupières tremblant, la géométrie du visage s'effondrant comme un immeuble implosé. Son corps d'1,93 m s'écroule sur le canvas avec la grâce d'un chêne scié. Le son est viscéral, genoux heurtant la toile, suivi de l'impact sourd du crâne, puis le silence contre nature de 3500 personnes, assimilant l'impossible. L'arbitre n'arrive même pas au 3 du décompte. Il gesticule simplement un X avec les bras. C'est fini. Sur les écrans suspendus au coin du Palais des Congrès de Paris, le replay commence déjà, mais personne ne regarde les écrans. Tous les yeux restent fixés sur le corps immobile. Comment nous sommes arrivés ici commence 42 minutes plus tôt, quand Bernard croyait encore que ce serait différent. À 22h06, le Palais des Congrès de Paris pulse comme un organisme vivant. Des projecteurs de 2000 watts déversent des cônes de lumière blanc bleuté sur le ring surélevé, laissant le reste de l'espace dans une pénombre jaunâtre. La fumée de Gauloise flotte en couches visibles, tranchant les faisceaux lumineux comme des voiles fantomatiques. La climatisation livre une bataille perdue contre la chaleur de 3500 corps comprimés dans des chaises pliantes qui grincent sans cesse. 28 degrés transforment la salle en sauna oppressant où la sueur colle les chemises au dos. L'odeur est pénétrante, sueur concentrée, liniment mentholé, bière renversée s'évaporant, quelque chose de métallique et sucré, résine de chaussures de boxe, sang séché imprégné dans les cordes. Paris en 1986 n'a pas de subtilité. Tout crie l'excès, le spectacle, la violence transformée en divertissement premium. Le son est une cacophonie stratifiée avec texture physique. Des conversations superposées rivalisent avec des bouteilles heurtant des tables métalliques, des chaises raclant le béton, des cris de parieurs vérifiant les cotes finales. Sous cette couche, le bourdonnement électrique des transformateurs vibre dans le sternum, un son que l'on ressent avant de l'entendre. Des photographes circulent autour du ring comme des prédateurs, leurs appareils Canon et Nikon faisant clic-clic-clic-clic en rafale. Des bookmakers dans les coins sombres clôturent les paris de dernière minute. Le ring au centre ressemble à un autel païen attendant un sacrifice. Des cordes rouges tendues forment un carré parfait. Le canevas blanc est encore immaculé, mais des taches fantômes de combats précédents restent visibles sous certains angles de lumière. Un homme au 3e rang murmure à son ami « Ça va finir vite ». On ne sait pas pour qui, mais le ton exprime une certitude. Quelque chose de définitif va se produire. Dans le coin bleu, Mike Tyson à 20 ans est une contradiction visuelle. 1,78 m, mais construit avec une densité musculaire qui défie les proportions naturelles. Un cou de 51 cm, pratiquement du même diamètre que la tête, éliminant tout angle vulnérable. Des épaules arrondies remontent presque jusqu'aux oreilles, en position pic-à-bout, créant une silhouette de pierre polie sans arêtes exploitables. Son visage possède une douceur presque juvénile. Peau lisse, grands yeux expressifs, traits intacts par la défaite. Il ne saute pas, ne s'agite pas, ne gaspille pas d'énergie. Assis sur le tabouret, il reçoit les instructions de Cus D'Amato, avec de petits hochements de tête. Ses yeux fixent un point au centre du canvas du ring, mais le regard est vide. Il ne voit pas. Il visualise, repasse des séquences pratiquées 10 000 fois. Il y a une tranquillité qui frôle le désintérêt, mais ce n'est pas du vide. C'est une concentration absolue. Dans le coin rouge, Thomas Bernard est tout ce que Tyson n'est pas. 1,93 m de hauteur et 102 kg de muscles définis mais pas denses. Une structure longue et anguleuse, une envergure de 2 mètres qui devrait donner un avantage. Il fait du shadowboxing agressivement, lance des coups dans l'air, frappe ses gants, hurle vers la foule. Mâchoire carrée, sourcils proéminents, nez dévié vers la gauche à cause de fractures mal soignées. Cicatrice au-dessus du sourcil droit. Sa posture est hypertendue, colonne vertébrale artificiellement droite, poitrine gonflée, épaules tirées en arrière dans une démonstration constante de dominance. Même immobile, il occupe l'espace avec des gestes amples. Ses bandages sont impeccablement propres, sans s'en sécher de sparring récent. Il s'est entraîné, mais n'a pas souffert. Bernard regarde Tyson et voit la taille, pas la technique. Il voit la jeunesse, pas la discipline. Il voit une cible, pas un maître. Sa confiance est une illusion déguisée en certitude, et toute l'arène peut le sentir sauf lui. L'arbitre appelle les combattants au centre du ring. Bernard explose de son coin, ferme la distance agressivement, envahit l'espace personnel de Tyson. « Tu vas dormir, gamin !» Il crache les mots à quelques centimètres du visage plus petit. Tyson regarde à travers lui, pas vers lui. Aucune réaction, aucune réponse verbale, aucune tension musculaire défensive.
L'arbitre sépare les deux, donne des instructions sur les coups bas et les coups de tête. Bernard offre ses gants comme un coup déguisé, une sorte de frappe agressive. Tyson touche à peine, se retourne dans son coin. Bernard crie quelque chose dans son dos. Des sections de la foule rient et applaudissent. Les photographes capturent le moment. L'image figée montrera Bernard dominant, bouche ouverte en cri triomphant, bras ouverts, tandis que Tyson marche de dos, apparemment intimidé. Mais les étudiants de la boxe au 3e rang se coudent la tête. Ils reconnaissent ce que Bernard ne peut pas. La discipline ne répond pas à la provocation. La maîtrise n'a pas besoin de validation. De retour dans le coin, Kevin Rooney murmure les dernières instructions à l'oreille de Tyson. Il va venir fort, laisse-le venir, tête hors de la ligne, travaille le corps d'abord, monte après. Tyson acquiesce. Son rythme cardiaque est à 62 battements par minute. Athlète d'élite au repos. Pas d'adrénaline gaspillée, pas de cortisol inutile inondant le système. De l'autre côté du ring, Bernard brûle de l'énergie. Respiration par la bouche, épaules tendues, sautillant constamment sur ses pieds. Son entraîneur essaie de le calmer, mais Bernard n'écoute pas. Il est convaincu qu'il doit établir sa dominance immédiatement, montrer à Tyson et au monde qu'il est différent des 15 autres adversaires. La foule ressent la tension asymétrique, un combattant en rage contrôlé contre un autre en calme contrôlé. Le chronométreur lève le marteau. 3500 personnes retiennent collectivement leur souffle. Le gong est sur le point de transformer les mots en physique, l'intention en conséquence. Le marteau descend. Le gong résonne, un la bémol pur qui coupe tous les autres sons. Bernard explose de son coin comme un projectile incontrôlé, franchissant les 4 mètres de distance en 2 grandes enjambées. Il arrive avec un direct du droit chargé, télégraphiant le coup avec une épaule qui monte une demi-seconde avant que le poing ne bouge. Tyson voit cela au ralenti perceptuel. Le système nerveux entraîné par D'Amato traitant l'information visuelle 30% plus vite que la conscience analytique. Sa tête bouge de 5 cm vers la gauche. Le poing de Bernard passe où se trouvait le menton de Tyson, ne coupant que l'air et la fumée de cigarette. L'élan du coup manqué emporte Bernard d'un demi-pas au-delà, exposant complètement son côté droit. Tyson ne contre-attaque pas encore. Il catalogue des données, vitesse du jab, récupération de la garde, distribution du poids sur les pieds. La foule hurle pensant avoir vu un affrontement. Ils n'ont encore rien vu. Bernard se réinitialise, tourne vers la gauche, essaie d'établir son jab. 1, 2, 3 jabs consécutifs cherchant le visage de Tyson. Tous rencontrent des gants ou des épaules, ou simplement de l'espace vide. Tyson utilise un mouvement de tête en motif 8, chiffre 8 couché, que D'Amato a perfectionné en étudiant Floyd Patterson. Impossible à chronométrer, impossible à anticiper. Bernard commence à se frustrer. Il lance une combinaison de 4 coups. Jab, direct, crochet gauche, uppercut droit. Aucun ne connecte proprement. Tyson est à 15 cm de distance, mais pourrait être à 15 km vu la difficulté de l'atteindre. La respiration de Bernard est déjà légèrement accélérée. 45 secondes de round, et il a brûlé une énergie équivalente à 3 rounds contre des adversaires normaux. Tyson n'a encore pas attaqué une seule fois. Ses mains restent en garde haute, les yeux fixés non pas sur le visage mais sur la poitrine de Bernard, lisant l'intention à travers le mouvement des épaules et du torse. Attendant. Toujours attendant le moment géométriquement parfait. Bernard commet l'erreur. Frustré par des coups qui ne rencontrent que l'air, il décide d'échanger la prudence contre la puissance. Il plante ses pieds, charge le crochet gauche avec tout ce qu'il a, le coup qui a mis KO 12 adversaires inférieurs. Tyson voit toute la préparation. Poids se transférant vers la jambe arrière, épaules descendant légèrement, coude commençant à monter. 0,2 de seconde d'avertissement. Tyson s'abaisse de 15 cm, inclinant le torse vers l'avant à partir des hanches tout en faisant un demi-pas vers l'intérieur. Le crochet de Bernard passe au-dessus de sa tête, si près qu'il décoiffe ses cheveux. Mais Tyson ne défend déjà plus. Il contre-attaque dans le même mouvement fluide. Son uppercut droit monte de la taille en un arc compact et féroce, propulsé par des cuisses qui squattent 270 kg, une rotation de hanche qui génère une force rotationnelle, une épaule qui ajoute la vitesse finale. Le poing connecte exactement sur la pointe du menton de Bernard, le bouton neurologique qui éteint la conscience lorsqu'il est frappé au bon angle. L'impact produit un son que les caméras capturent, mais que la foule ne traite pas consciemment. Un thwack, sec, qui est de l'os rencontrant de l'os à travers du cuir fin. La tête de Bernard se déplace de 7 cm vers l'arrière, en 3 millisecondes. Accélération suffisante pour faire que le cerveau heurte l'arrière du crâne. Ses jambes restent rigides pendant une fraction de seconde. Le corps n'a pas encore reçu le message du cerveau que tout s'est éteint. Puis les genoux plient, non pas graduellement mais instantanément, comme si des fils invisibles étaient coupés simultanément.
Bernard tombe d'abord sur les genoux, puis face contre le canvas. L'impact résonne à travers le ring. Une éclaboussure microscopique de salive et de sueur capturée par les flashs des appareils photo crée un halo bizarre autour de sa tête. L'arbitre ne commence même pas le décompte. Il gesticule simplement vers le coin de Bernard, appelant les médecins. Tyson s'est déjà retourné, marchant calmement vers le coin neutre. Son travail est terminé. 23 secondes. La géométrie appliquée parfaitement n'a pas besoin de plus de temps. Les médecins entourent Bernard tandis qu'il reprend lentement conscience. Ses yeux s'ouvrent, mais ne se focalisent pas immédiatement. Il y a une désorientation profonde. Il ne sait pas où il est, ce qui s'est passé, pourquoi il regarde des lumières de plafond au lieu d'être debout. La mémoire revient par fragments douloureux. Le gong, l'explosion du coin, le désir de prouver quelque chose. Puis, rien. Juste un vide noir suivi de ce moment de confusion horizontale. Quand il comprend finalement qu'il est sur le canvas, que le combat est terminé, qu'il a perdu non pas par décision controversée mais par chaos brutal, quelque chose se brise en lui. Pas seulement l'ego, celui-là était déjà fissuré. Quelque chose de plus fondamental. Le récit qu'il s'était construit depuis l'adolescence, sur le fait d'être grand et fort signifiant être supérieur, sur l'intimidation physique étant preuve de valeur, s'effondre comme un château de sable sous la marée. Il avait promis au monde qu'il mettrait Tyson KO. Au lieu de cela, il n'a même pas survécu au premier round. Dans les vestiaires 40 minutes plus tard, après que les examens médicaux ont confirmé une légère commotion mais sans dommages structurels, Bernard est assis sur un banc en bois avec une serviette sur la tête. Son père est présent, l'homme de chez Renault, qui lui a enseigné que les hommes prouvent leur valeur avec les poings. Mais pour la première fois, le vieil homme ne dit rien sur se battre plus dur ou s'entraîner plus. Il pose simplement sa main sur l'épaule de son fils. Bernard commence à pleurer, non pas de douleur physique, mais de quelque chose de plus profond. Reconnaissance qu'il a passé 26 ans à confondre la taille avec la maîtrise, la présence physique avec la compétence réelle. Tyson ne l'a pas seulement mis KO. Tyson a exposé chaque illusion, chaque insécurité soigneusement enterrée sous des couches de bravade. Et le plus dévastateur, Tyson l'a fait sans colère, sans malice, sans même sembler essayer intensément. C'était de la technique pure, de la science appliquée. Bernard n'a pas perdu contre un homme plus fort. Il a perdu contre un homme plus préparé, plus discipliné, plus dévoué au métier. Cette vérité fait plus mal que l'uppercut. Dans les semaines suivantes, Bernard fait quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant. Il regarde ses propres combats avec un œil critique. Chaque KO qu'il a réussi était contre des adversaires plus petits, plus lents, techniquement inférieurs. Il a gagné parce qu'il était plus grand, pas parce qu'il était meilleur. La réalisation est humiliante, mais nécessaire. Il cherche un nouvel entraîneur, un vieux soigneur qui a travaillé avec D'Amato des décennies auparavant. « Tu veux apprendre à boxer ou tu veux continuer à te battre ?» demande le vieil homme. Bernard comprend pour la première fois la différence. Il recommence de zéro. Position, jeu de jambes, respiration, défense avant offense. L'ego qui le propulsait pendant des années devient maintenant un obstacle qu'il doit démonter, brique par brique. Les entraînements ne sont plus des performances pour validation externe. Ce sont des laboratoires d'autocorrection. Quand il retourne finalement sur le ring 6 mois plus tard, contre un adversaire modeste, il gagne par décision technique au 5e round. Il n'y a pas de KO spectaculaire, mais il y a quelque chose de plus précieux, une compétence née de l'humilité. Bernard ne devient pas champion, mais il devient un vrai pugiliste. 3 ans plus tard, Bernard travaille comme entraîneur assistant dans une salle de boxe à Marseille. Il entraîne des gamins du quartier où il a grandi, beaucoup avec la même colère mal canalisée qu'il portait. Quand il voit un jeune combattant ne compter que sur la taille et l'agressivité, Bernard raconte son histoire sans l'embellir. « J'ai promis de mettre Mike Tyson KO. J'ai tenu 23 secondes. Pas parce qu'il était plus fort, mais parce que j'ai confondu la bravade avec la préparation. » Les gamins écoutent parce que la cicatrice au-dessus de son sourcil et la déviation de son nez donnent une crédibilité que les mots seuls n'auraient pas. Bernard n'est jamais devenu célèbre, n'a jamais disputé de titre mondial, n'a jamais eu de revanche avec Tyson. Mais cette nuit à Paris, le gong sonnant, la chute dévastatrice, le réveil douloureux sur le canvas est devenu la fondation de quelque chose de plus durable qu'une ceinture de champion. Il a appris que la force sans sagesse n'est que violence gaspillée, que la confiance sans compétence est une illusion dangereuse, que le vrai pouvoir vient de reconnaître ce que l'on ne sait pas et de se consacrer implacablement à apprendre.